va-t-on, mademoiselle? Dans les étoiles. Oui, qu'est-ce que c'est? Je vais au cinéma ce soir, je t'emmène? Vous êtes sur FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant de votre film de la semaine. Bonjour. Bonjour. On est vendredi. On est vendredi. C'est le moment du film. C'est la nouvelle rubrique, notre nouvelle chronique, cinéma. Donc on va parler d'un film ensemble. Voilà. Alors on va parler d'un film qu'on a vu toutes les deux sur Marguerite, la plateforme Marguerite. Donc vous savez que cette plateforme Marguerite, c'est une plateforme qui est accessible pour tous les habitants de la Nièvre. Et d'ailleurs aussi, en fait, c'est pour toutes les personnes qui ont un abonnement dans une bibliothèque de la Nièvre. Il faut s'inscrire dans une bibliothèque pour avoir accès à Marguerite. À Marguerite. Et Marguerite, alors c'est une plateforme extraordinaire parce que c'est une plateforme française de la Nièvre qui vaut 10 000 fois les autres plateformes de cinéma que je nommerais, genre Netflix, Disney+, tous ces trucs-là. Là, il y a un choix incroyable. C'est classé par rubrique, ce qui est pas mal pour chercher. Puis il y a aussi toutes les nouveautés, tout ça. Donc on a vu un film qui s'appelle Délicieux. C'est un film franco-belge d'Éric Besnard. Il est sorti en 2021. Alors ce film, il y a des acteurs quand même un peu connus dedans, donc je parle des acteurs. Il y a Isabelle Carré qui joue le rôle de la marquise, Grégory Gadebois qui joue le rôle du cuisinier, Benjamin Laverne qui est le duc, Guillaume de Tonquédec qui est l'intendant et Lorenzo Lefebvre qui est le fils du cuisinier, donc Benjamin. Le cuisinier, c'est Manceron. Voilà, ça c'est les principaux acteurs, c'est ceux qu'on voit le plus souvent évidemment. Sinon, il y a pléthore de figurants et de petits rôles. Un petit résumé ? Le résumé, c'est l'histoire en fait. Ça se passe en 1789. Déjà. C'est-à-dire juste au moment de la Révolution française. Et c'est un film qui vraiment parle de l'histoire d'un cuisinier à l'époque, avant la Révolution. Jusque-là, la cuisine et l'art de la cuisine étaient réservés aux aristocrates. Les gens du peuple, les petits, mangeaient ce qu'ils pouvaient, mais on ne parlait pas du tout d'art culinaire. Et donc, les grands cuisiniers étaient embauchés par les ducs, les marquis, les aristocrates, et faisaient les plats qu'on leur demandait. C'est-à-dire qu'on leur demandait pas d'inventer des choses. En général, c'est en l'occurrence, dans le film, c'est un duc qui apparaît comme le personnage de l'aristocrate. C'est lui qui fait ses commandes au cuisinier. Le cuisinier n'a pas le droit d'inventer quelque chose. Il innove pas, il fait ce qu'on lui demande. C'est justement ce qui va se passer dans le film, c'est qu'il va innover, et là, ça va poser problème. Mais donc, seuls les aristocrates ont accès à la grande cuisine et seuls les aristocrates ont le droit de dire si c'est bon, si c'est pas bon, s'il faudrait rajouter ci ou ça. En général, après les repas, ils commentent, ils font venir le cuisinier et ils commentent le repas en lui disant oui, alors là, c'était vraiment délicieux, ça fait penser à ci ou ça. Et donc ça, c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant, c'est exactement ça. Et en plus, ça leur permettait de briller. C'est-à-dire que l'aristocrate avait besoin d'un très bon cuisinier pour que les gens qui viennent à sa table soient heureux et soient contents de venir à sa table. Ça mettait l'aristocrate en valeur. Un bon cuisinier, ça voulait dire une bonne table. Et ça voulait dire que les invités, il allait briller auprès de tous les autres marquis, ducs, etc. C'est ça. Et on faisait aussi... Le très bon cuisinier pouvait être demandé à la cour, carrément. C'est-à-dire qu'un très bon cuisinier appartenant à un duc, pouvait être appelé par le roi pour devenir cuisinier de la famille royale. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs un petit peu. En fait, c'est pas le cuisinier qui est appelé, c'est le duc qui est appelé avec son cuisinier. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est ce qui pourrait arriver et ce serait la gloire pour le duc, évidemment. Exactement. Alors en fait, l'histoire, donc c'est ça, c'est l'histoire de ce cuisinier qui finalement innove et l'innovation déplaît. Et à la suite de ça, il quitte le duc et il veut abandonner la cuisine. D'ailleurs, on va écouter un petit extrait justement de ce qui amène en fait le cuisinier à dire ça suffit. Oubliez donc ces conversations qui coupent l'appétit et daignez adresser un commentaire à mon officier de bouche. Vous voyez bien qu'il se languit. J'ai goûté de belles choses. Le lustre du potage était éblouissant. L'enjolivement de la salade mérite mention. Vos cailles en crapaudine valaient d'être aperçues. Je n'ai qu'un mot brillant. Disons-le, c'était beau. Écoutez, non, messieurs,
Cela mérite vocabulaire. C'était chatoyant, gourmand et lumineux. Ce n'était pas un repas, c'était un ballet. Eh bien, messieurs, nous sommes contents que cela vous ait plu. Lanceron, vos cuissons étaient parfaites. J'ai goûté votre poule d'Inde, charnue, joyeuse, délicate. Un régal. Et vos brioches d'éperlans fondaient en bouche. Je les ai trouvées coquines et courtoises. Oh, coquines et courtoises. Mon cher Chamfort, vous nous avez bien traités. Avec de tels délices, Paris vous est ouvert. Et comment appelez-vous ces petits chaussons servis en préambule? Le délicieux. C'est là votre seule fausse note. Je partage votre avis. Je vous l'ai déjà dit, mon ami, évitez les initiatives. Et contentez-vous des menus requis. Il y avait là quelques champignons. Il n'a rien à faire à votre table. Et qu'était-ce que ce légume tout pâle? Pas du radis, j'espère. De la pomme de terre. Et tubercules. Mais pour qui nous prenez-vous? Pour des Allemands? On dit que ça transmet la lèpre. La pomme de terre est non seulement dangereuse, mais elle est aussi fade et vilaine. La vérité, c'est que vos plats manquent de couleur. Et de plumes. Votre cuisine se mange peut-être, mais elle est provinciale. Tout ce qui est sous terre est ignoble. Un bon cuisinier doit savoir ça. À Paris, cela vous aurait coûté votre place, monsieur. Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons. Il donne pas, il dit pas vraiment, Non, il c'est-à-dire dit qu'il donne pas pas ça. sa démission. Oui. On pourrait dire entre guillemets C'est vrai. qui décide de partir, mais un cuisinier est complètement attaché à son duc et s'il Oui, part, c'est vrai. il n'a plus rien. il a Ouais. plus la possibilité en fait d'exercer son art nulle part parce que voilà. Oui, Donc oui. c'est en réalité c'est le duc qui va lui dire finalement de partir. Je sais plus si c'est Non, ça se passe comme enfin, ça, d'ailleurs. on ne sait pas. Il y a un blanc hein, après la scène de l'humiliation, si on peut dire, du cuisinier. En tout cas, il part, ça c'est Ouais. sûr. Et quand il est parti, il veut plus faire de cuisine. Il arrive dans la maison où était son père. Et là, il fait du pain. Je crois qu'il se laisse aller quand même à faire du pain. Il distribue le pain ou il vend le pain. Enfin bref, l'histoire évolue. Ouais. Et elle évolue à un moment parce qu'une femme vient le voir et s'impose finalement, enfin impose sa présence. Elle a du mal quand même à se faire accepter en lui disant qu'elle a entendu parler de sa réputation de cuisinier et qu'elle veut apprendre. Et donc elle lui demande de devenir l'apprenti. Et lui évidemment déjà c'est une femme. Donc il y a tout ça dans le film aussi. Oui, c'est une femme, c'est un peu bizarre parce qu'elle est, elle est pas toute jeune non plus, elle veut Non, être apprentie, oui, donc tout à fait. au départ on se dit Oui. mais qu'est-ce qui lui prend Oui. C'est un peu bizarre à cet âge-là de D'ailleurs, dire, il lui dit, mais vous êtes trop vieille pour faire Exactement. apprenti, il lui dit. Et c'est vrai que ça, il y a un moment là où on se dit bon, c'est un peu bizarre, mais je pense que c'est juste dans la trame de l'histoire, c'est juste amené pour qu'on arrive au résultat attendu en fait. C'est-à-dire que le scénario avait besoin de quelque chose pour que ça puisse continuer, pour que ça bouge. pour que ça bouge, Bah oui. et que ça bouge dans le bon sens aussi. C'est-à-dire Oui. que quelqu'un vienne insuffler à ce cuisinier une nouvelle idée. Ouais. Qui met du temps à arriver d'ailleurs. Oui, on va qui pas met la du dire cette idée parce que c'est toute l'histoire. Oui. Encore que dans le synopsis, je crois qu'ils en parlent en fait. Oui. Mais bon, C'est la création des le premier restaurant en fait. Voilà, c'est Oui. le premier Oui. restaurant. Moi, je pensais que les auberges c'était aussi des restaurants. Quand on voyageait, on pouvait faire halte Dans une auberge. ouais. Et pour moi, une auberge Oui. faisait aussi, c'est comme un hôtel-restaurant. quoi, en fait. Oui, voilà. Mais finalement, finalement non. Enfin, c'est un peu expliqué qu'une auberge Ouais. à l'époque c'était pas ça. Je pense qu'ils faisaient de la soupe. C'est ce qu'ils disent. D'ailleurs, dans le film, on voit ça. L'auberge, il sert de la soupe, simplement, et du pain. Mais l'idée du restaurant avec menu, c'est Voilà, là que c'est venu. C'est apparemment lui qui a inventé, donc Pierre Manceron, qui a inventé la notion de restaurant avec menu. Voilà, il y a un échange entre le cuisinier et les clients, c'est-à-dire que le cuisinier va proposer un menu et les clients vont pouvoir choisir dans ce menu. C'est plus soit juste l'un qui décide
ou l'autre qui décide. Dans l'auberge, à l'auberge on vient et puis on va manger la soupe, ou alors chez le duc et c'est le duc qui décide de ce qui va être fait. Oui. C'est ça qui est intéressant. En fait. C'est ce moment-là où en fait, et donc il y a un parallèle avec la Révolution française. Le film se passe pendant la Révolution française, et donc moi j'ai fait le parallèle entre l'histoire, ce moment de l'histoire, et puis la révolution individuelle de chacun, parce que ce qu'on voit aussi là, c'est des personnages qui changent de statut. On peut pas tout... Enfin si, on peut quand même dévoiler un peu le film. C'est-à-dire déjà le cuisinier qui était asservi finalement, qui était au service du duc, devient un cuisinier indépendant. Ça prend quasiment tout le temps du film pour qu'il se libère vraiment de cette notion de serviteur, être le serviteur de quelqu'un. Tout à fait. Parce que comme tu l'as dit, c'était... s'il pouvait pas faire ça, il pouvait pas vivre de son art de toute façon. C'était terminé pour lui. Là, voilà. il retrouve en fait une raison de vivre et une autonomie aussi. Oui. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien. En parallèle, je trouve, il y a le statut de la femme. Moi, ça m'a vachement frappé. Le début du film, toute la première moitié quasiment du film, où cette femme qui vient se proposer comme apprentie, elle est toujours renvoyée à son statut de femme. Déjà à son âge, puis ensuite, une femme ne fait pas la cuisine.
Et il l'oblige, enfin, elle sert dans l'auberge, comme une femme. Elle se fait, les clients se permettent de lui passer la main aux fesses, de lui faire des réflexions, ce que, sans aucun doute, dans les auberges, tout le monde faisait. La petite serveuse, elle était bonne à tout. Donc, il y a tout ce statut de la femme, là, qui est dans la première moitié du film, et justement, ça évolue. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette révolution-là. La femme peut accéder à autre chose, puisqu'elle devient vraiment partenaire. Et elle se met à faire la cuisine, voilà, et à innover, elle aussi, en fait, exactement. à lui donner des idées. C'est vrai que c'est un travail en commun, en fait, qui montre qu'on peut travailler ensemble et à statut égal. J'ai bien aimé cette idée-là, parce que vraiment, une des dernières images du film, je me demande d'ailleurs si c'est pas le générique carrément de fin de film, où on les voit tous les deux, chacun l'un à côté de l'autre, faire un pain, et ils se balancent de la farine. Et ça, c'est vraiment, je trouve, symboliquement, c'est l'égalité. Égalité homme-femme, à ce moment-là. Hein. Donc, on est pendant la Révolution. On est pendant la Révolution française. Donc, on est aussi à ce moment de l'histoire où on s'interroge beaucoup, justement, là-dessus. Sur les classes, sur les privilèges. On remet en question tout ça. Parmi les privilèges, on remet aussi en question le privilège de l'homme. Ça, c'est sous-entendu. C'est pas vraiment l'objet du film, mais c'est là, quand même. Il y a aussi l'intendant, celui qui travaillait avec le duc, qui était au service total du duc, qui était même plus qu'asservi pour moi. C'était de l'esclavage. Vraiment. Il était méchant. Voilà, il prenait il faisait le sale boulot aussi, un peu. Tout à fait. Il faisait le sale boulot. C'est lui d'ailleurs, je pense, qui au début le renvoie d'une certaine manière. Oui, je pense, et puis qui le traite avec un certain mépris, qui vient le voir et qui lui passe commande pour le duc, parce qu'il y a aussi un épisode où le duc doit revenir manger. Bon, on va pas dévoiler tout le film. Non, parce qu'il faut que les gens le voient. C'est une scène clé dans le film. C'est dingue. D'un coup, le film, il bascule, au fond, un peu à ce moment-là. Ça devient complètement autre chose. Là. Oui. Il y a plusieurs moments comme ça où il y a un retournement entre cette femme qui arrive, le duc qui vient... Bon, enfin, on va pas tout dire, voilà. Il y a des visites qui doivent se faire, les gens qui viennent aussi dans le village, parce que ça fait quand même... du coup, ça fait bouger un petit peu le village, et les gens se posent des questions. Et le fils aussi du cuisinier, on n'en a pas parlé, mais c'est un intello, lui. Il lit les Lumières, justement, il lit tous les philosophes, et donc, lui, il pousse à fond pour ouvrir au peuple. Il est porteur, C'est ça. Et il y a une belle relation entre le père et le fils. Oui. Parce que quand le père change d'avis, décide de prendre une décision nouvelle, il se serre dans les bras. Et c'est assez beau, ça. Après la nuit, avant le jour, et à travers les roselières. Après la nuit, avant le jour, j'irai chercher les hautes lumières. Aux innocents, les mains pleines, je t'emmène lancer des médailles dans l'eau bleue des fontaines et cueillir à nouveau ces visions qu'on s'offrait autrefois comme des couronnes. Ces visions qu'on s'échangeait pour se dire, pour se rappeler, je suis veilleur, tu es musée. Je veux sentir les feuilles de menthe craquer sous nos dents avec la chlorophylle qui s'échappe et te faire écouter le son de carillon que fait le claquement des drisses de pavillon contre les mâts, avec en fond le grand fracas de la mer qui rapporte et au-dessus la procession de cargo des nuages bas et blancs. Je voudrais te faire rencontrer les femmes cyprines et les ball queens, qu'elles nous habillent de robes et de diadèmes au croisement d'Amsterdam et de la 80e, pendant que moi je te mettrai au poignet des bracelets de tissu qui deviendront des bracelets de fleurs, puis des rubans, puis des violons. Je porte le blason de mon clan, je l'ai désormais gravé sur la face visible de mon cœur, mais ça ne fait pas mal, rassure-toi, au contraire. J'ai fait broder nos souvenirs étincelants sur deux manteaux de nuit que m'ont offert des frères tisserands à pieds canus. J'ai à la main mes ossières, je suis prêt. Après la nuit, avant le jour, et à travers les roselières. Après la nuit, avant le jour, je t'offrirai les hautes lumières. Aux innocents, les mains pleines, je t'emmène plonger dans la Seine et nager dans les courants forts de Beauchamp, nager dans les rivières, remonter les ruisseaux, puis prendre un bain brûlant où je laverai ta peau au lait d'ânesse avant de sécher ton corps moi-même comme avant, quand on était adolescent. Je veux faire l'amour dans les champs, dans les clairières, dans les taxis. Je veux faire l'amour partout, même sur les toits de Paris. Je veux résider au creux de ton cou et dans tes draps parfumés au lilas, tandis qu'une madrée enveloppée d'un châle rouge baigne nos fronts en silence avec des croix de baume au camphre. Je te montrerai comment décrocher les boules blanches des symphorines pour les éclater sous nos pieds et entre nos doigts, avant d'aller regarder la lumière des lampadaires qui rougeoient et qui vacillent sur les berges du fleuve endormi, dont les risées de vent emplissent la surface. Je
veux offrir cette cigarette à ma mère, cette cigarette d'après la guerre et son odeur vanillée. Je t'emmène voir le granit rose de ces îles qu'on peut pas déplacer, mais c'est pour nous protéger. Je t'emmène tout rejouer, peut-être tout perdre, mais peut-être aussi tout rafler, tout braquer, tout gagner. Après la nuit, avant le jour, et à travers les roselières. Après la nuit, avant le jour, je t'offrirai les hautes lumières. Aux innocents les mains pleines, je t'emmène voir Tolède, Cavour, Sienne et Navone. Toucher la faïence des rues de Lisbonne et le marbre blanc lissé brillant des palais. Je veux entendre les salams des chauffeurs et qui nous crient: les enfants, je vous emmène à Orléans si ça vous plaît. Je veux t'offrir le tintement des couverts d'argent contre le cristal et les mots précieux des miens. Je veux écouter les histoires des anciens encore et encore, ces histoires millénaires qui renaissent. On s'est connus il y a 3000 ans, on se retrouve maintenant et nos enfants feront de même. Je t'emmène loin des griffes, de la colère, loin des regrets, loin des nausées. Je t'emmène loin de la barbarie et des odeurs de kérosène brûlé. Je t'emmène courir après des filles, après des garçons, après des rêves, et contempler les vivants, ces gens qu'on croise parfois, qui nous font tomber amoureux pour deux, pour trois. On doit encore parcourir la terre, on doit trouver 100 000 sœurs et 100 000 frères pour plus jamais être seul dans les cimetières. Alors sur la colline du Palatin, par-dessus les dômes byzantins, bientôt nous serons postés. Nous armerons nos flèches de diamant pour devenir sagittaires et décrocher les hautes lumières. Après la nuit, avant le jour, et à travers les roselières. Après la nuit, avant le jour, je t'offrirai les hautes lumières. Après la nuit, avant le jour, et à travers les roselières. Après la nuit, avant le jour, je t'offrirai les hautes lumières. Voilà, non, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre. Pour conclure. Pour conclure, déjà, qu'est-ce qu'on a dit ? On a parlé donc de la Révolution française, révolution individuelle, histoire de la cuisine, de l'invention du restaurant. Et tout à l'heure, tu disais, c'est ce stade du restaurant où les gens choisissent pas le menu, choisissent pas dans le menu. Le restaurant, il propose un menu fixe, c'est ça dans le film. Oui. Et les gens viennent, ils savent qu'est-ce qu'on va leur servir à manger, ils viennent manger ce qu'on leur propose. Et après, il y a eu l'autre restaurant qui est venu beaucoup plus tard dans l'histoire, où là, on choisit, on a quelques choix dans le menu et le client choisit. Mais toute une époque, le client choisissait pas, ça a duré très très longtemps. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il a commencé à choisir à fin 19e, un truc comme ça. Enfin, faudrait vérifier, mais... Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est le plaisir de la bouche. Alors ça, oui, ça c'est vrai. Vraiment, je trouve que c'est tellement bien montré, ce plaisir. En fait, il y a deux plaisirs. Je trouve que c'est un don du cuisinier et de la cuisinière, parce qu'elle aussi, finalement, innove. C'est le plaisir de faire plaisir. Par un repas, c'est un don de soi, parce que c'est le don. Il y a un travail qui est long, en fait, parce que toute cette préparation, c'est très long, en sachant qu'au final, la personne va se régaler. Oui, c'est ça. Et c'est le plaisir même de voir dans les yeux de celui qui mange à quel point c'est bon. Et le retour éventuellement du client ou de la personne qui dit « Ah ouais, c'est vraiment très bon ». Voilà. Et je trouve que le film, en fait, il est un peu comme ça. C'est qu'il y a toute cette préparation de ce cuisinier, sa préparation intellectuelle aussi dans la cuisine, et lui, dans sa manière de penser, comment il va évoluer, en fait. Et au final, c'est un éclat, c'est un feu d'artifice de bonheur, je veux dire, à la fin. À la fois au niveau du goût, on a l'impression qu'on goûte nous-mêmes, et visuel, c'est très très beau. Les présentations sont belles, les images sont belles. D'ailleurs, le film, il a eu le prix il a eu le meilleur costume et meilleur décor.
Les décors sont vraiment très beaux aussi. Et puis le lieu. Et le lieu. Alors le lieu, j'ai trouvé ça, c'est une ferme du 18e qui existe encore dans le Cantal. Ça a été tourné en Auvergne. Et elle a été restaurée et retapée pour l'occasion, pour le film. C'est splendide. Et c'est vrai, un très très beau lieu. Situé en pleine campagne. C'est magnifique, avec une vue sur les montagnes. Oui, c'est très très beau. Oui, c'est un très beau film. Alors là, d'un coup, me vient un truc, c'est qu'il s'appelle Délicieux. Et le délicieux, c'est le nom de la spécialité, de ce qu'il a inventé, qu'il l'a fait chasser par le duc. Et le délicieux, c'est ce qu'il va proposer comme sa spécialité au menu de son restaurant. Et donc, il y a un petit défi, un petit clin d'œil là. On reste sur le délicieux qui finalement lui vaut la renommée. Parce que son délicieux, visiblement, est vraiment délicieux. C'est un beau film. Très beau film, voilà. Donc on conseille à tout le monde. Donc sur la plateforme Marguerite, donc c'est visible, hein, il est toujours. À mon avis, il va rester parce qu'il a vraiment un gros succès. On voit, il a plein de belles notes. Oui. On se retrouve vendredi prochain. Très bien. Et on parle de... Alors, Eugénie Grandet, c'est ça ? Eugénie Grandet. Ouais, alors, je vous propose de le voir, si vous voulez nous appeler. Oui, c'est vraiment, bien ça. Il est splendide aussi. On en parle vendredi prochain. On en parlera vendredi. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.